Guten Tag und herzlich willkommen. Bonjour et bienvenue. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette journée, presque à la fin d'un projet, et il y a souvent une assurance qui passe et on lui demande de payer une lourde facture. Et comme nous l'avons entendu aujourd'hui, il serait toujours bon de trouver des solutions sans faire appel à des avocats, sans devoir recourir aux assurances. Les assurances se posent beaucoup de questions, pas seulement sur le fait d'indemniser ou non, mais aussi sur les possibilités de minimiser les risques. C'est un objectif qu'ont les assurances. Et puis, une raison pour laquelle je m'exprime ici, moi qui représente une assurance avec Géotest SA, c'est qu'ensemble, nous essayons d'élaborer des solutions. Et tout ce que nous faisons, d'ailleurs, est public. Tous les documents étaient déjà disponibles publiquement avant ma présentation ici. Et ce que nous proposons de faire aujourd'hui, c'est relever quelques points de nos efforts de minimisation des risques et de la checklist que nous avons développée pour la pratique. En 2016, ici même, j'ai beaucoup parlé déjà d'assurance. J'ai parlé de coûts inévitables, j'ai parlé de risques liés au terrain. Vous pouvez relire tout cela dans le procès-verbal. Aujourd'hui, dans un premier temps, il va être question d'assurance. C'est moi qui vais en parler. Je vais parler des travaux, des réalités sur place qui ont changé. Je vous parlerai aussi de la pluie qui a aussi changé ces dernières années. Et puis, je m'arrêterai aussi sur les indemnisations. Et puis, nous aborderons le dialogue autour du risque. C'est notre point central. C'est Valentin Rémy qui en parlera. Il définira ce projet, ses objectifs. Nous avons un fil conducteur à partager avec vous. Et puis, cette checklist en 30 points, dont un bon nombre dont il a déjà été question aujourd'hui. Ensuite, très brièvement, nous verrons 2-3 petits exemples. Tout ceci, eh bien, vous pouvez aller le relire. C'est ce qui figure dans le cahier 172 qui concerne la conférence de 2016. Je ne vais pas redire tout ce que j'avais dit à l'époque, mais il y a 2-3 éléments que j'aimerais ajouter parce qu'ils ont changé. Par exemple, il y a une nouvelle ordonnance sur les travaux de construction et je ne peux que supposer que vous en avez déjà fait lecture de cette ordonnance. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il serait grand temps de le faire parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette ordonnance. Et si un jour il y a sinistre, eh bien, le juge ne manquera pas de s'intéresser à cette ordonnance qui l'aidera à constater qui peut-être a commis des erreurs et où. La nouvelle ordonnance est nettement plus contraignante que la précédente, notamment pour ce qui est des chutes, des hauteurs de chute. Et ces exemples montrent aussi, par contre, qu'on a ajouté, par exemple, quelques mots ici. Ça, ce n'est pas encore l'élément le plus pertinent. Là, on a aussi des définitions, des hauteurs de remblais qui sont supposées. Et puis, cet élément-ci qui est très important, donc la hauteur de talus. Et puis, du moment qu'un justificatif de la sécurité est exigé, ça c'est important. Beaucoup de gens se disent qu'ils ne travaillent que sur des sinistres, rarement sur des bonnes nouvelles, sur des bons projets. C'est peut-être le cas chez moi aussi, logique si je travaille pour une assurance. Mais ce que je constate, c'est que souvent, on tient compte des points A et B, mais pas des points C et D. Mais il faut bien penser qu'il y a chaque fois un « ou ». Donc, c'est l'une des conditions suivantes qui doit être remplie. Chacune de ces conditions à elle seule représentant un justificatif de la sécurité. Puis la bonne nouvelle pour votre branche, c'est que le justificatif de la sécurité doit être établi par un ingénieur spécialisé ou un géotechnicien. Or, nous avons beaucoup de sinistres où c'est un architecte ou un jardinier qui a établi ce justificatif, pas pour des grands projets comme ils ont été décrits aujourd'hui, mais ce sont beaucoup de sinistres avec une valeur finalement importante et votre profession pourtant a un rôle important à jouer ici et ça c'est une bonne chose, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et il y a aussi un point important pour moi, c'est le dernier que je vous invite à lire avec moi, l'employeur. Donc tout employeur qui détache du personnel sur un chantier, l'employeur veille à ce que l'ingénieur spécialisé ou le géotechnicien contrôle la mise en œuvre des mesures exigées. Donc cette mise en œuvre des mesures doit être contrôlée. Très souvent, le problème qu'on rencontre, c'est qu'on a fait
des analyses, qu'on a fait des calculs, mais qu'ensuite, on n'accompagne pas le chantier, qu'en général, on est rappelé lorsqu'il est déjà trop tard. Et en fait, cette alinéa 2, pour vous, c'est la base pour rappeler à votre mandant que, en fait, il devrait vous faire revenir sur le chantier régulièrement. Et pour nous, ce serait aussi une bonne chose puisqu'il y aurait beaucoup moins de sinistres. Alors, arrêtons-nous un moment sur la pluie. La pluie, il y en a de plus en plus, c'est ce qu'on dit. Wir haben einen neuen Rekord. Avec un nouveau record à Lausanne de pluie en 10 minutes, 41 mm. Regen in 10 Minuten. En 10 minutes, Sehr toll. Wir haben weitere Rekorde. c'est beaucoup. Et puis d'autres records. Stundenregen. Plus récemment, pour la pluie tombée en 1 heure, mais toutes les quantités sur 1 jour, sur 3 jours ou plus, eh bien les records datent de 1948 ou même avant. Schon mal auf, Ce qui was hier passiert. nous permet déjà de comprendre ce qu'il se passe. En fait, les précipitations sont plus intenses. Ils tombent plus en moins de temps. Et vous voyez ici une citation de Météo Suisse. J'ai mis le lien aussi à un article très intéressant Linke Spalte sur le blog. sind die letzten 120 La colonne de gauche, ce sont les 120 dernières années avec une intensité de précipitation qui a augmenté, une fréquence qui a augmenté. letzten 40 Et si l'on ne prend que les 40 dernières années, par contre, bis 6 Stunden pour les pluies qui durent de 10 minutes à 6 heures, il y a une hausse marquée, Oberflächenwasser ce qui signifie qu'on a plus d'eau en surface, ce dont on doit tenir compte surtout lorsqu'on construit sur des pentes ou alors quand on a des routes zudem avec un écoulement entwässern können, ist das zu ou alors des bâtiments construits sur des pentes avec un écoulement chez le voisin. Il faut en tenir compte puisque les 10 voisins n'apprécieront pas d'avoir de la boue plein leur cave, mais la fréquence, elle, n'a pas augmenté. sogar abgemeldet. Et pour les événements de précipitation sur plusieurs jours, il y a même une baisse. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Je vous invite à lire cet article si cela vous intéresse aussi. Alors, Eine Bedeutung, vor allem in der Bauwesen. terminologie, la pluie normale, les pluies extraordinaires, c'est des termes qui sont Normal importants en matière d'assurance. L'assurance construction ne va pas payer du moment que c'est un événement de pluie normale qui a provoqué un sinistre, car des pluies normales, il faut pouvoir en tenir compte, il faut pouvoir se débrouiller avec. L'assurance n'indemnisera pas. Et dans la littérature, il n'y a que Peter Gaur qui se positionne là-dessus à ma connaissance. also allgemeine Witterungsverhältnisse, Et ce qu'il écrit, c'est que nur alle ce qu'on considère comme imprévisible, ce sont des événements qui, en moyenne, ne se produisent que tous les 15 à 20 ans. Alors, le calcul est parfois difficile, mais aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus facile avec l'atlas hydraulique, Regen bedeutet dans lequel vous pouvez vérifier en tout temps Niederschläge combien de pluie il faut pour que cela soit avéré. On y trouve les précipitations sur 60 minutes et sur 24 heures. Et bientôt, on pourra aussi accéder aux données pour les pluies de 10 minutes. geht's weiter mit meiner berühmten Zahl. Ensuite, alors c'est 626. Et il y a près de 10 ans, j'avais un chiffre qui était semblable, mais un peu plus bas. À quoi pourrait-il faire référence, ce chiffre? Das blinkt pro Sekunde. Vous voyez qu'il clignote toutes les secondes. Ce sont Versicherungen les pro Sekunde. indemnisations par seconde pour les assurances non-vie en Suisse. Donc on reproche si souvent aux assurances de ne rien payer. En réalité, les assurances payent 626 francs par seconde. Si on multiplie ça par 24 heures, 365 jours, c'est 20 milliards Prämienzahlen. de remboursements. Et c'est d'ailleurs autant de primes aussi que vous devez payer. Mehr Prämie zahlen. Et plus il y a de sinistres, et plus les primes augmentent. Hier der Vergleich. Die Zahl ist aus 2000. À titre de comparaison, le chiffre de 2021, c'est celui que vous avez ici parce que la Fédération suisse des assurances a arrêté de présenter ce calcul. Et puis, la dernière fois, j'avais mis 531, donc on voit une nette augmentation en l'espace de 10 ans. Wir müssen reagieren, weil wir Forcé de réagir ja selbst parce que, et nous le voyons aussi bei den à la mobilière, Bauingenieuren il y a des chiffres
inquiétant pour ce qui concerne l'ingénierie de la construction. La fréquence et le montant des indemnités ces 10 dernières années s'est multiplié par 4. Voilà qui est réellement inquiétant. Et pour la responsabilité civile des maîtres d'ouvrage, donc les dégâts concernant les voisins, et là il y a beaucoup de géotechnique aussi, il y a aussi eu une augmentation très nette. Il faut donc faire quelque chose et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer un projet, ce projet qui vous sera présenté dans quelques instants. Et lorsque nous assurons de grands projets, nous les accompagnons, nous leur mettons à disposition une expertise en déléguant un bureau et notre expérience des sinistres, parce que finalement la plus grande expérience des sinistres, c'est les assureurs qui l'ont. J'ai un nombre incroyable de sinistres qui passent sur mon bureau toutes les années. Mais la mobilière ne fait pas que cela. Elle participe aussi à des travaux de recherche. La grêle, ce sont des sinistres importants pour nous. Et puis nous avons des projets de prévention que nous soutenons sous forme de financement, construction de digues, par exemple, dans des communes, autres infrastructures de protection avec des investissements ciblés, chaque fois quelques millions, et puis le concept de ville-éponge sur lequel nous faisons aussi de la recherche et nous versons des contributions. Et puis ce qui vous intéressera peut-être le plus, et dont Valentin Rémy va parler dans un instant, c'est le dialogue risque et la checklist développée dans ce contexte. Il va vous expliquer comment ensemble nous avons lancé ce projet, quels sont ses objectifs et quelle est finalement l'utilité avérée de ce projet. Merci Jürgen pour ce passage de témoin très bien emmanché. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais donc vous parler du dialogue risque de la mobilière qui concerne la prévention des sinistres dans les projets de construction en lien avec le terrain et la géotechnique. Je ne me rendais pas compte, après tous les sinistres dont il a été question aujourd'hui, de l'importance que pourrait avoir cette annonce. À partir de 2016, c'est avec l'Expert Center de l'EPFZ que nous avons développé ce dialogue risque. L'objectif dont nous sommes partis, c'était avoir une gestion active des risques et pouvoir mettre en œuvre des mesures permettant de réduire, de limiter ces risques. Et c'est une méthode qui, depuis, n'a fait que se développer. Il y a eu des réactions très favorables, raison pour laquelle nous avons décidé de publier une ligne directrice à laquelle vous pouvez accéder en scannant ce code QR pour l'allemand à gauche, pour le français à droite. Vous pouvez y jeter un coup d'œil tout de suite ou alors pendant votre voyage de retour ce soir et vous y trouverez tous les projets dont nous allons parler aujourd'hui. Ce que nous voudrions savoir, c'est quelle est votre réaction? Vous êtes des experts dans ce domaine. Nous ne demandons qu'à nous améliorer. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer un email à Jürgen ou à moi pour nous faire part de vos idées. Ce dialogue risque, il est étroitement lié à des problématiques ou à des concepts que nous connaissons tous, monitorage des risques sur les chantiers, gestion des risques de manière générale. L'avantage déterminant du dialogue risque, sa plus-value étant que différents aspects de prévention sont mis en lien les uns avec les autres. Et nous allons voir ensemble quelques définitions, voir aussi les éléments centraux de ce dialogue risque et nous intéresser à son fonctionnement. Nous avons pu accompagner pour la mobilière 35 projets dans ce contexte. Et si, au départ, notre objectif est de prévenir des risques géologiques ou géotechniques, alors il faut partir d'un certain nombre de définitions parce que déjà le risque, c'est quelque chose que tout le monde ne définit pas de la même manière. Nous avons ici une définition tout à fait technique. Le risque, c'est la probabilité d'occurrence multipliée par l'étendue du dommage. Pour un banquier, le risque, ça peut aussi être quelque chose de positif. On multipliera donc plutôt la chance par la probabilité. Chez nous, c'est plutôt l'ampleur qu'on multiplie par la probabilité. Le risque est quelque chose qu'on cherche à prévenir. En haut, vous avez la matrice que nous utilisons. Elle
donc recoupe la probabilité d'occurrence avec l'ampleur et on a une représentation toute simple, qualitative du risque. C'est donc selon des critères qualitatifs qu'on va déterminer si la probabilité est petite, moyenne, grande, même chose pour l'ampleur. Et on aboutit ainsi à des plages qui sont vertes, ce sont les risques acceptables, des plages qui sont oranges, où on avertit, et puis les plages qui sont rouges, où on proposerait obligatoirement des mesures. Là, nous n'avons aucune décision à prendre. Par contre, ce que nous faisons, c'est accompagner le maître d'ouvrage et les planificateurs. Les aspects prévention, ce sont pour nous des mesures qui interviennent, qui sont prises longtemps avant l'occurrence d'un sinistre pour prévenir un risque, pour ou pour le réduire. Et ce qu'il y a au cœur de tout cela, c'est qu'on vérifie et qu'on analyse systématiquement des bases techniques et c'est à cet effet que nous avons développé la checklist en 30 points qui se base sur l'ordonnance des travaux de construction et sur un autre document helvétique. C'est ce que nous appliquons de manière systématique et donc nous prenons la peine chaque fois de parcourir ces 30 points pour chaque chantier en veillant à chaque détail. C'est un travail conséquent. Ensuite, ce qui a fait ses preuves en amont et qui est déterminant pour que la méthode fonctionne, c'est de bien expliquer la méthode avec la présence du maître d'ouvrage et de la mettre en œuvre avec le maître d'ouvrage également, car il est important d'avoir une communication ouverte et un bon flux d'informations. Et ensuite, Monsieur Moorman nous a parlé ce matin de prévention commune des risques. Walter Steiner, avec ses 45 ans d'expérience, qui nous dit il faut une approche commune pour résoudre les problèmes. Et tout cela me confirme que nous sommes sur la bonne voie. Ensemble, donc, nous tenons un atelier pour regarder tout cela et puis avec notre regard externe, nous posons parfois des questions qui sont inconfortables pour l'équipe, mais ma foi, nous n'avons pas les réponses. Les experts du projet, ce sont les planificateurs qui sont au sein de l'équipe. Et pour nous, lorsque nous ne voyons pas quelque chose sur le papier, nous posons parfois des questions, des aspects auxquels nous pensons systématiquement, auxquels nous n'avons pas forcément trouvé les réponses. Peut-être que les réponses, en fait, sont déjà claires, mais donc nous adressons cette liste de questions aux planificateurs et par la suite, nous plausibilisons les différents documents, les plans aussi, pour établir une matrice de risque avec des sinistres potentiels que nous identifions, avec une probabilité d'occurrence et une ampleur de sinistre. Et tout cela, ensuite, est relié à des mesures. Et nous transmettons ensuite un document dans lequel nous recommandons certaines de ces mesures de manière à réduire, par exemple, une probabilité d'occurrence pour ne plus être dans une plage rouge, mais dans une plage orange. Et puis, on aura aussi un dialogue sur le risque résiduel, à nouveau un atelier, et puis la boucle sera bouclée ou se poursuivra peut-être à un autre niveau, soit sur place, sur le terrain, sur le chantier, ou alors sur la base d'une consultation des protocoles de notre part. Alors, si je résume, les principales composantes ici pour que tout cela fonctionne, et nous avons vu que ça fonctionne, c'est d'avoir un travail systématique, professionnel et détaillé sur les bases, d'avoir aussi différents points de vue qui soient intégrés et d'oser en fait appeler à prendre des mesures, ce qui implique d'abord une bonne base de confiance. Dans le peu de temps qu'il me reste, j'aimerais vous parler brièvement de notre liste en 30 points. Elle ne contient rien, en fait, qu'on ne ferait pas de toute manière dans une planification, dans un projet que l'on réaliserait selon les normes. Donc, il s'agit d'éléments qui sont omniprésents dans notre travail quotidien. Und auf der rechten Seite folgen dann etwas vereinfacht zum Beispiel Fragen für den Bauherrn. Et
On part donc de ces différents éléments pour mettre au point des questions qu'on adressera aux maîtres d'ouvrage. Dans le dialogue risque, nous allons un peu plus dans les détails et surtout, nous avons une séquence systématique que nous suivons pour regarder chaque point un à un. Il y a en effet des circonstances qui doivent être tirées au clair pour tout projet de construction avec une approche systématique. C'est ce que nous proposons. Ensuite, la checklist suit la logique du déroulement d'un chantier. Donc, on part de l'analyse du terrain. Ensuite, on a une modélisation de ce terrain. On regarde les caractéristiques du terrain de construction et les différents effets qui peuvent être exercés sur ce terrain. Le tout est très détaillé. C'est justement la plus-value que nous offrons à tous les acteurs du projet. Ensuite, lors de la réalisation des fouilles, on a besoin d'un projet solide. Nous avons déjà vu beaucoup de cas dans lesquels c'est au niveau du projet, du niveau d'eau, où si on avait eu un dialogue systématique, on aurait repéré les choses en amont. Ensuite, tout ce qui est fondation, tout ce qui est base aussi pour les différents, pour les grues à pneus. Ensuite, si le projet donc a été réalisé, que peut-être il y a eu une vente, entre-temps un nouveau propriétaire, on vérifie à nouveau si tous les points sont couverts. La question de l'étanchéité aussi, on se demande à partir de quel moment un projet doit répondre aux critères d'étanchéité. Ensuite, il y a l'aspect plausibilisation. Nous vérifions la cohérence entre ce qui est écrit dans les rapports, des rapports qui peuvent porter sur le terrain ou sur d'autres éléments de planification, et puis les informations que l'on retrouve dans les plans. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais m'arrêter sur 2 points dont il a déjà été question aujourd'hui aussi, qui sont sur notre checklist et sont très importants. C'est le contexte, les alentours, donc toute la planification du risque pour les voisins et les alentours, justement, tout ce qui est collecte de preuves et puis le concept de surveillance avec des plans pour les vérifications, le contrôle préalable et l'organisation en cas d'alerte. Souvent, ce sont des choses qu'on a tendance à négliger, à oublier, à copier-coller d'un précédent projet, alors que dans certains cas de figure, ces éléments peuvent être déterminants. Et nos questions ici sont très simples. Du moment qu'on prévoit des mesures, qui va faire ces mesures, qui va les interpréter, s'il y a une alerte, qui donne l'alerte, qui la transmet à qui, etc., et qui prend la décision au final. 3 minutes pour 3 exemples. Sur la droite, un niveau de nappe phréatique. Si on doit aller chercher ce niveau de nappe phréatique dans les bases du projet, on constate qu'en fait, ce qui figure ici, ce n'est ni le niveau moyen, ni le niveau maximal. Et nous posons donc ici une question. Et nous faisons un petit calcul pour un événement de probabilité moyenne. Nous regardons quelles en seraient les conséquences financières, puisqu'il y a ici un croquis qui ne correspond pas aux mesures qui ont été faites. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas. À ce moment-là, ce sera très facilement tiré au clair. Ou alors peut-être que nous préviendrons déjà un sinistre. Autre exemple ici. Une coupe d'un accès, un garage souterrain, et on voit la pente, et puis on a le texte des autorités qui évoque le niveau d'eau en cas d'inondation, des inondations qui surviennent tous les 300 ans, et on voit qu'on est un demi-mètre plus haut que la valeur indiquée ici, et qu'au nord-ouest, on est 25 cm plus bas. Alors, il y a une incertitude. Est-ce que finalement ce garage souterrain risque d'être inondé ou non? Et c'est la question que nous poserons au vu de cette incohérence. Dernier exemple, il est très simple. 2 coupes pratiquées au même endroit avec des granularités différentes. Et on demanderait donc d'où provient cette incohérence. Et
c'est un risque qui probablement sera acceptable. Les conséquences sont loin d'être massives. Donc si je résume encore une fois, ce travail systématique sur les documents de base est d'importance décisive, l'intégration aussi de perspectives différentes, l'évaluation des risques et c'est important aussi l'appel à prendre des mesures, voilà les éléments décisifs de ce dialogue risque que nous avons pu mener un certain nombre de reprises déjà. Je me permets maintenant un commentaire personnel, quelque chose qui m'a traversé l'esprit pendant ma préparation. Tout ça, c'est pas vraiment lié à la numérisation sur le chantier. C'est quelque chose qui exige un dialogue personnel, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on ait des interfaces humaines. Et si on numérise tout, eh bien, ce n'est pas forcément une solution à ces questions-là. On peut toujours faire appel aussi au dialogue risque pour avoir des réponses pour certains éléments. Donc, il s'agit de garder la tête froide. Et d'ailleurs, plusieurs de mes préopinants l'ont déjà dit. Nous avons tous des rôles différents à jouer, des tâches, des responsabilités différentes dans notre travail quotidien. Il me reste à vous souhaiter plein succès dans vos projets, quel que soit votre rôle, vos tâches, vos responsabilités. Et nous sommes à votre disposition en cas de questions. Merci.